Alors, bonjour à tous. Donc, très ravie d'être parmi vous aujourd'hui pour ce 7e panel qui va porter sur l'IA générative, surtout comme levier de transformation économique en Afrique. Donc là, on va parler d'Afrique. Et donc, je peux vous dire que c'est un continent à fort potentiel et qu'on est chanceux d'être en Afrique. Je vais vous donner quelques chiffres rapidement pour vous prouver qu'on est chanceux d'être en Afrique. Le premier chiffre, c'est les projections de la population mondiale des Nations Unies. Vous savez, on fait toujours des projections sur l'évolution sociodémographique. Et donc la courbe des Nations Unies de l'évolution sociodémographique entre 2015 et 2100, nous montre une courbe exponentielle de l'évolution de la population en Afrique. Et vous pouvez la voir, hein, donc la consulter, elle est très accessible. Donc des courbes linéaires en Europe et en Amérique du Nord, mais aussi en Amérique du Sud. Donc cette courbe exponentielle est due à un fort taux de natalité. On est autour de 7 enfants par femme dans plusieurs pays en Afrique, notamment au Niger, en Somalie et en Éthiopie. Donc 7 enfants par femme, ça fait qu'on va avoir 2 milliards d'habitants en Afrique en 2025. Et deuxième facteur clé, c'est la jeunesse de la population. Dans ces 2 milliards, il y a la moitié qui ont moins de 18 ans. Donc vous voyez un peu le potentiel énorme. Donc tout ça, ça nous offre quoi aujourd'hui? Ça nous offre une main-d'œuvre abondante qui attire beaucoup d'investisseurs actuellement et qui va attirer encore plus d'investisseurs. Ça va donner un marché énorme de biens et de services. Et donc quand on dit biens et services, c'est toutes sortes de services, hein, de fintech, banque, assurance, éducation, santé, etc. Ça donne aussi un autre dernier chiffre, c'est les terres érables non cultivées, 60%. 60% des terres en Afrique érables sont non cultivées. C'est vous dire que peut-être on sera le continent qui nourrira le reste du monde. Vous voyez? Donc des fois, voilà, réfléchissez avant de partir. On est peut-être au meilleur endroit. Alors maintenant, justement, où est-ce qu'on est par rapport à tout ce qui est évolution technologique? Et c'est ce qu'on va discuter aujourd'hui. Donc très rapidement, quand on parle d'évolution technologique, donc on sait qu'on est en train de voir plusieurs disruptions. Hein, et à chaque fois, il y a une disruption qui arrive et qui va bouleverser tous les business models, qui va créer plein de changements même dans notre quotidien. Il y a quelque temps, on a beaucoup entendu parler par le metaverse, donc le métavers. Mais dès l'apparition de ChatGPT 3, on ne parle plus de métavers, on ne parle que de ça. De l'IA générative, on ne parle plus que de ça. Justement parce que c'est assez spectaculaire maintenant, comment pouvoir générer du texte, ou toutes sortes de contenus, vidéos, images, gaming. Lui, on m'en parle même de création artistique. Bon, à discuter, peut-être il faudra un autre panel pour dire est-ce que l'IA générative peut générer de l'art ou pas. Mais en tout cas, on voit aussi avec DALL-E et ChatGPT 4 qu'on peut générer du contenu en se basant sur des données diverses. Je vais poser la question dans la salle. Qui d'entre vous utilise l'IA générative? Qui utilise l'IA générative? C'est tout? Vous n'utilisez pas ChatGPT? Oui? D'accord. Et qui utilise une version payante d'IA générative? ChatGPT 4? Ok, d'accord. Donc bon, le potentiel est énorme. On va essayer de creuser un peu par rapport à l'Afrique. Parce qu'en fait, ce qui est en train de se passer en Afrique, on a un petit peu de retour par rapport à l'IA. On sait qu'il y a eu des expériences ici et là. Mais on a très peu de recul par rapport à l'IA générative, justement. Et d'où l'intérêt de ce panel. Donc on va essayer de réfléchir ensemble, de dresser des regards un peu croisés sur les pratiques, sur les perspectives de développement, mais surtout aussi les enjeux éthiques. Donc je vais commencer sans trop tarder par donner la parole à mes chers speakers. Donc on va essayer de faire 3 tours de table, j'espère qu'on aura le temps de le faire. Donc je vais commencer par, s'il faut, Ed Ben Nasser. Et donc on a parlé justement de ce grand potentiel de l'IA générative, et ça s'applique sur plein de domaines, et notamment l'industrie. On a vu un peu l'impact de l'IA, de l'IoT sur l'industrie. Oui. Alors l'IA générative, est-ce qu'elle va être utile aussi en industrie? C'est déjà très utile. D'accord. Comme des cas pluriels. Maintenant, on travaille sur ce qu'on appelle l'usine du futur.
bon, un mot technique أنا نسميها نقول we need to hear the voice of the factory and react to the voice of the factory. Donc, c'est-à-dire, احنا تو في الموند industriel, on veut créer une usine résiliente au changement نشوفوا فيه توا économique et climatique. Et Gen AI كما تنجم تقولوا c'est une chance. C'est une chance. Et مانيش نحكي توا أنا bon les exemples باش نعطيهم les exemples جايين من Rolls Royce, Siemens et tout ça. Mais je crois la chance ظهر لي أكبر l'opportunité en Afrique qu'en Europe ou aux États-Unis. Non, mais vous faites bien d'en parler. On va tirer les best practices pour les peut-être les Exactement, appliquer, exactement. احنا توا le generative AI dans ce cas-là, si on veut catégoriser les use cases, ce sera 4 catégories. Recherche de marché, conception des produits et des processus, affinement des produits et des processus et le test. C'est ça les 4 choses qu'on fait maintenant avec le Generative AI. Et pour nous, Generative AI dans le domaine industriel, c'est une bénédiction. Je donne un exemple, par exemple Rolls-Royce. J'ai travaillé avec Rolls-Royce. Rolls-Royce maintenant, ils produisent des turbines à gaz. Et la conception et le design d'une turbine à gaz, ça dure aux environs une année pour les blades et tout ça, les composantes aérodynamiques. Maintenant, avec la Gen AI, on a pu réduire ça jusqu'à 3 mois, ou bien 4 mois. Et la solution, elle est très, très, très facile. On donne accès aux ingénieurs, aux informations qui sont dispersées autour de l'entreprise. C'est ça la première chose. Et l'autre chose, c'est utiliser des concepts de Gen AI pour faire des data synthétiques, pour les simulations. Comme ça, on a réduit le temps de conception d'une année à 3 mois. L'impact sur la croissance économique va être clair. Exactement, exactement. Là, maintenant, pour nous, en Afrique, ces connaissances-là, plus ou moins, ils sont plus accessibles maintenant pour nos industriels, si on veut. Si on veut. Je vous donne un autre use case avec Siemens et Schaeffler. Siemens et Schaeffler, Siemens, vous connaissez Siemens. Siemens, ils nous vendent ici beaucoup des instruments, des PLC et tout ça. Siemens avec Schaeffler, à cause de manque des ingénieurs, on connaît ça, un manque des ingénieurs automatiques, ils ont créé un copilote avec Gen AI pour générer le code PLC. Donc, c'est-à-dire, pour nous, ça, c'est une opportunité. On n'a plus besoin de beaucoup d'ingénieurs dans PLC et tout ça. Qui coûte cher, par ailleurs. Oui, qui coûte cher. L'expertise, maintenant, elle est disponible, mais on doit aussi y penser comme ingénieur. Notre travail maintenant, knowledge worker, on est en train d'automatiser ce travail-là. Donc le domaine industriel maintenant, et l'industrie 4.0 et tout ça, on s'appuie beaucoup sur la Gen AI. Et la raison pour laquelle elle est très, très, très banale, elle est très, très banale. On a commencé avec l'industrie 4.0, ça fait des années. On a commencé AI, Big Data et tout ça. Vous connaissez tout ça. Big Data, ça n'a pas bien fonctionné. Maintenant, AI et tout ça. On a fait des produits AI. Ça fonctionnait plus ou moins. Mais le problème qu'on a chez les industriels, c'est l'accessibilité. Comment je peux accéder à ces informations, à ces AI? Il y a de la résistance aussi, parce que quand on a l'habitude d'avoir des mécanismes de travail, des process, on a beaucoup de mal à changer. Donc il y a beaucoup de résistance des fois au changement. Exactement, exactement. Et en plus, l'accessibilité, je veux dire, d'une partie aussi software user experience. Les user experience, les technologies génératives, ils nous permettent maintenant, par exemple, de parler avec le software. Généralement, lorsqu'on va chez une usine, par exemple, j'ai un projet, في usine, في معمل متاع فولاذ. Donc, si tu fais un software بألوان ومزيان, يعني 50 degrés, 60 degrés, le gars, il ne va pas toucher le panel. Mais s'il y a une interface générative où il demande une question, il a sa réponse, il va utiliser l'IA. Donc, l'accessibilité ou bien la consommation de l'IA avec Gen AI, c'est plus facile. Ouais. Justement, peut-être qu'on reviendra, c'est un sujet très passionnant, surtout cette notion de user experience, parce qu'il y a des freins à l'adoption à cause de ça. Ouais. Alors, je vais passer à Khaled Ben Younes, justement, et on va essayer d'explorer un autre domaine, qui est le domaine des market research, un peu les études. Et là aussi, c'est un domaine qui soutient énormément la croissance économique, parce que les entreprises, quand elles ont plus de visibilité sur les tendances du marché, sur le benchmark des stratégies des concurrents, vont être plus performantes et vont générer plus de chiffres.
Qu'est-ce que vous en pensez, Sikhal? Tout à fait. Je vais enchaîner avec vous et donner un peu plus de, disons, de KPI plus tangibles par rapport à l'Afrique et le contexte de l'usage de GenAI en Afrique. L'Afrique, c'est tout d'abord en parlant de développement, d'opportunités. C'est un continent où pratiquement plus de 60% de la population est en dessous de 25 ans. Oui. Aussi, c'est un continent où il y a énormément de ressources naturelles. 40% des ressources en or sont en Afrique. Et puis les métaux rares, notamment platinum, etc., c'est 90%. C'est-à-dire qu'il y a un potentiel énorme en termes donc, économiques, en termes de concrétisation et développement économique. En termes de PIB, on a une croissance nettement au-dessus du moyen global. Alors, une opportunité claire de GenAI, il faut quand même préciser que l'intelligence artificielle en soi, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Oui. En fait, GenAI, si on veut schématiser, c'est une discipline comme par exemple le thermodynamique en physique, par exemple. Donc, juste pour situer un peu. Ça a commencé quand exactement? Parce que bon, on a vu à partir de 2010, ça a commencé à avoir. Mais on dit les chatbots ont toujours existé, par exemple, depuis très longtemps. En fait, ce qui existait déjà depuis des dizaines d'années dans l'intelligence artificielle, c'est tout ce qui est pattern recognition, tout ce qui est automatisation. C'est des choses qu'on ne voit pas, qu'on ne voyait pas. Mais depuis la naissance de ChatGPT, il y avait un intérêt énorme et une prise de connaissance incroyable par rapport au potentiel de l'intelligence artificielle et plus particulièrement à la GenAI. Et pourquoi? C'est tout simplement parce que tout d'un coup, on a la machine, l'ordinateur qui se comporte pratiquement comme l'être humain. Il y a une création de valeurs donc claires par rapport, par exemple, à la langage ou bien d'autres contenus comme la vidéo, etc. Maintenant, donc on a une chance énorme d'avancer avec cette nouvelle technologie. En termes de market research, en termes de développement de marché, il faut savoir que la GenAI se repose sur la possibilité d'analyser d'énormes quantités d'informations, de data, et de générer de nouveaux contenus donc à partir de ces données-là, sans pour autant être donc, nécessairement programmés au détail près pour générer ce contenu-là. Ça veut dire pour nous en Afrique, c'est qu'on peut raccourcir par exemple les processus de développement dans tous les domaines pratiquement industriels. Ça veut dire aussi qu'on peut innover avec des cycles nettement plus réduits qu'avant. Ça veut dire aussi qu'on peut innover en termes de formation en créant du contenu adéquat et du contenu plus avancé par rapport et pertinent par rapport à la phase antérieure. Très bien. Donc, vous voyez le potentiel. Maintenant, on va encore voir plus de potentiel dans le secteur du banking, hein, donc dans le secteur des banques et des assurances, avec justement si Ayman Belhedi, qui est avec nous à distance aujourd'hui. Donc, est-ce que vous nous entendez bien? Oui, je vous entends bien. Alors, super. Je ne vous vois pas. Je suis désolé de ne pas être avec vous avec cette belle audience aujourd'hui, mais voilà. Mais on vous voit parfaitement bien, on vous entend parfaitement bien. Alors, justement, avec vous, on aimerait bien explorer justement le fort potentiel de l'IA générative dans le domaine des banques et des assurances. On sait qu'avec l'IA, il y a eu déjà beaucoup d'avancées. La fintech, l'amélioration de l'expérience client, l'opérationnel, tout ça. Et justement, qu'apporte la Gen IA aujourd'hui dans ce secteur? Oui, tout à fait, tout à fait. En fait, exactement comme vous le dites là,
applications de l'intelligence artificielle, ça date pas d'hier, mais l'IA générative, c'est un pas de plus, on va dire. C'est même un game changer avec les capacités conversationnelles et le traitement du langage naturel. Ça permet d'accélérer en fait, les transformations digitales des services financiers et aussi permettre d'atteindre des niveaux de frontières de productivité et d'efficacité plus élevés qu'avant, notamment avec tout ce qui est automatisme et ainsi de suite. Alors, pour donner peut-être quelques chiffres, dans une des études de McKinsey de 2023 sur le potentiel économique de la GenAI par rapport au banking, donc on estime en fait que ça va apporter de 200 à 340 milliards de dollars de plus par rapport à une soixantaine de cas d'usage dans le domaine, si bien sûr on les implémente correctement. Rien voir l'effet incrémental en termes de valeur. Et après, aujourd'hui, dans les domaines de financial services, les domaines qui capturent un peu, disons, les 3/4 de la valeur, c'est principalement 4 domaines. Tout ce qui est operation et client services, tout ce qui est marketing et sales, l'ingénierie logicielle et le research and development, notamment développement de produits. Donc si je prends le premier domaine qui est l'amélioration des opérations clients, et ça c'est particulièrement pertinent et intéressant pour notre chère Afrique parce que ça va permettre aussi plus d'inclusion financière. Là où on n'arrive pas à avoir peut-être des agences bancaires et ainsi de suite, parce que l'IA générative et avec les nouveaux chatbots, les chatbots, encore une fois, ça existait avant, mais le niveau de sophistication et de maturité qu'on a atteint... On parlera peut-être aussi de ce point très important, on lui donnera le temps qu'il faut pour l'inclusion justement financière des classes marginalisées. C'est vraiment un point très très important pour l'Afrique. Exactement, et du coup, en fait, avec la partie opération client et tout ce qui est interaction libre-service qui change complètement en fait, les architectures des canaux de distribution du secteur financier. Donc ça, c'est un premier domaine sur lequel en fait, investissent beaucoup nos clients aujourd'hui sur le sujet. Il y a aussi tout ce qui est l'interaction client, mais on va dire, c'est pas avec un chatbot, c'est plutôt l'opérateur humain, mais augmenté en fait, avec les capacités de l'IA générative qui lui permettent d'avoir des scripts d'appel, par exemple, pour les call centers, qui est développé et qui est ajusté au fil de l'eau en temps réel dans les conversations téléphoniques, par exemple, en ayant un accès instantané aux données de la banque ou de l'assureur pour fournir en fait, de l'information personnalisée, pour fournir des solutions customisées très rapidement et pertinentes en fonction, encore une fois, de ce qu'on a comme data. Il y a aussi la partie, comme je disais, marketing et sales. C'est là où on développe des contenus en termes de communication contextuelle, mais pas que, visuel et tout, pour atteindre l'hyper-personnalisation à grande échelle, qui est une des forces motrices en fait, dans les domaines des services financiers aujourd'hui et qui permet aux banques et assureurs de résister en quelque sorte aux big tech qui prennent une bonne part. Oui, là on sait très bien que les banques nous connaissent très 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 bien. Donc là justement, et on va justement faire une très bonne transition par rapport au BI justement et la data, parce que justement aujourd'hui il y a ce potentiel de collecter des data, un data illimité. Et notamment sur le comportement du client, on le traque. Donc, et du coup, on est capable d'analyser toutes ces datas et proposer des services et des produits hyper personnalisés. Donc avec Céline Selmi, justement, vous qui êtes justement Delivery Manager de donc, tout ce qui est data, IA, innovation, qu'est-ce que vous proposez comme solution BI à vos clients et est-ce que l'IA générative vous aide dans cette histoire ? Justement, donc, pour la BI, c'est ça, vous avez posé la question par rapport au BI. Oui. Non. Exact. Voilà, donc il faut commencer tout d'abord par mettre les choses dans leur contexte. Pour moi, la BI, le reporting, le dashboarding, pour moi c'est vital et c'est existentiel dans l'entreprise. Ça change la vie des entreprises. Oui. Moi, j'ai vu des dashboards, je peux vous dire que ça change la vie. Tout à fait. De visualiser la data d'une manière très pertinente. Exactement. Et pour décider ensuite. Donc, pour moi, donc, la BI, c'est le fruit ou la restitution de ce qu'on possède aujourd'hui comme data structurée. Je n'évoque pas là la data non structurée.
Donc, l'ABI, c'est très existentiel pour l'entreprise. Je le réitère. Alors, mais si on va aborder les points faibles ou ce qui manque vraiment pour l'ABI pour compléter tout l'environnement data, aborder la data non structurée, que selon des revues de Harvard ou de BCG et Boston Consulting Group, il y a vraiment un manque flagrant de l'exploitation des données non structurées dans les entreprises. Moi, j'ai des chiffres comme vous, je pense qu'on est en train d'utiliser 1% de la data disponible. Man. Exactement. Vous voyez le potentiel, man. 1%. Donc, pour la data structurée, on est autour de 20%. Et pour la data non structurée, on est très loin de ce chiffre. Donc, la Generative AI, c'est une très bonne solution et ça constitue un très beau mariage, on va dire, entre une BI qui restitue les données structurées et donne des dashboards qui servent pour l'aide à la décision, être informé à temps de l'activité, booster sa productivité, avoir des indicateurs de performance sur tous les secteurs d'activité au sein de CRM, par exemple. Exactement. Et une deuxième couche de Generative AI qui va en fait servir de la data non structurée. Il faut dire qu'aujourd'hui, la majorité des méthodes qu'on est en train d'utiliser dans la Generative AI, ça existe depuis longtemps. Mais il y a 3 facteurs qui ont contribué à cette nouvelle vague ou cette nouvelle forme de IA. Moi, j'étais enseignant universitaire et j'ai vécu l'enseignement de l'intelligence artificielle à travers plusieurs formes. J'ai enseigné les logiques des prédicats, les systèmes experts, et on a abordé justement les agents conversationnels depuis X temps. Mais la problématique, c'était par rapport, on va dire, à ce manque de pertinence des agents conversationnels, ça manquait 3 facteurs. Le premier, c'est la maturité de l'entreprise. Donc la compétitivité, les enjeux de production, d'être compétitif, d'assurer une veille concurrentielle, etc. Le deuxième, c'est les volumes de data qui explosent. Donc aujourd'hui, le volume de data ne sert pas uniquement pour la scalabilité, mais quand on évoque des volumes de data, c'est l'historique qui peut nous servir pour parcourir pas mal de scénarios et pour donner à l'IA générative une sorte d'expérience et d'expertise. Et le troisième facteur, c'est ces sources de données externes. Donc on n'a pas uniquement les données internes, les systèmes opérationnels, les systèmes de production, mais il faut évoquer les données externes, à savoir les réseaux sociaux, être informé de ce que disent les gens par rapport à nos services en tant qu'entreprise, les données mobiles, les données qui proviennent des objets connectés. Tout à l'heure, j'ai assisté à un panel qui évoquait les smartwatches et leur pertinence par rapport aux assurances, aux Vitality en tant que property. Donc c'est très important là de dire que la Generative AI peut compléter la business intelligence et peut jouer un rôle crucial de donner une suite de cette data vise qui utilise justement la data non structurée, l'NLP, le Natural Language Processing, et utiliser le langage humain. Justement, là, vous me donnez envie de vous poser une autre question par rapport à la présence de la data. Parce qu'en Afrique, on a nos propres problématiques. C'est-à-dire que déjà, si on parle d'études, à McKinsey et autres qui disent qu'on n'est pas en train d'utiliser beaucoup de data disponibles, je pense que c'est encore pire en Tunisie et en Afrique. Je peux vous donner l'exemple, parce que je suis aussi universitaire et directrice des stages et des relations extérieures, et je peux vous dire que nos étudiants en BI ont du mal à trouver des stages. Et quand ils trouvent des stages, ils ont du mal à avoir accès aux data. Et donc là, ça nous emmène à une question centrale. Est-ce qu'il y a de la data dans les entreprises tunisiennes ?
Je pense que oui, mais pas dans toutes les entreprises, parce que si on regarde l'écosystème économique comme Tatounes, on est dans les 90% d'entreprises TPE, PME familiales. Maintenant, si on parle de multinationales et de grandes entreprises, on est sur un pourcentage très faible. Et donc la data, on la trouvera peut-être là. Mais dans les autres structures, là, on est en train de faire du monitoring, tranquille. Donc comment utiliser cette data? C'est ça la grande question. Et la deuxième grande question, c'est quand on a la data, on ne veut pas la donner, parce qu'on a tout le temps peur. On pense toujours que voilà, c'est toujours confidentiel, confidentiel, confidentiel. Et donc, si on ne donne pas la possibilité à quelqu'un de vous faire le dashboarding, justement, et de creuser un peu dans cette data pour vous aider à la prise de décision, comment, justement, Manette a donné les clés pour le potentiel du business intelligence en Tunisie, en Afrique. C'est une vraie problématique, hein, vous êtes d'accord? Bon, maintenant, on va essayer de creuser, toujours dans les perspectives de l'IA générative. Vous avez une question? Oui, alors, bien sûr. Alors, on a prévu une session, QA session. Donc, je vous donnerai la parole avec grand plaisir, d'accord? Alors, maintenant, on va parler un peu justement de ces défis, parce que il y a l'éthique, il y a les défis d'infrastructure et les défis techniques. Parce que quand on a vu le potentiel de l'Afrique, mais on est tous conscients des grands défis qu'on est en train donc de confronter. Donc, Siaymen Belhedi, est-ce que vous avez touché à ces défis? Je sais qu'actuellement vous êtes en France, mais vous étiez en Tunisie, vous avez exercé en Tunisie. Et donc, est-ce que vous avez fait face à des défis techniques ou d'infrastructure? Et comment pensez-vous que ces défis peuvent entraver cette expansion économique grâce à l'IA et à l'IA générative? Oui, alors tout à fait, il y a plusieurs obstacles de nature technique ou d'infrastructure qui peuvent limiter à un moment donné la démocratisation, on va dire, de certains use cases pour qu'ils puissent passer mainstream. Donc on peut commencer par le fait que plusieurs composants des applications de l'IA générative sont gourmands en termes de matière, en termes d'infrastructure de calcul, hein, on parle de GPU, de TPU et ainsi de suite. Et voilà, en Afrique, on va dire que l'accès un peu limité quand même à ces ressources, ça peut freiner le développement, le rythme du développement du moins sur ces technologies-là. Il y a aussi les questions d'énergie, hein, parce que la consommation et puis les puissances de calcul, elles sont soutenues par la consommation d'énergie. Et aujourd'hui, des modèles LLM, les large language modèles, un millier de foyers en termes d'électricité. Donc ça aussi, c'est à mentionner. Et après, le point que vous venez de mentionner, tout ce qui est qualité de données, parce qu'il faut se rappeler que l'efficacité et les précisions en fait, des modèles d'IA génératifs dépendent souvent et largement de la quantité et de la qualité des données. Rien que si on prend l'exemple... Je pense que ça coupe un peu, on a un peu du mal à suivre. La connexion n'est pas stable. En parlant de frein, justement, technique, ça tombe très bien. Oui, voilà, Internet, ça peut être un frein. Ah, voilà, on a montré un exemple. Voilà, tout à fait. J'étais sur le point de la qualité des données que vous avez évoqué aussi. Hein. L'existence de la donnée, la qualité de la donnée, parce que vous disiez, en fait, la précision et l'efficacité des modèles d'intelligence artificielle, ça dépend, en fait, de ces données-là. Pour donner un exemple, ChatGPT 4, il a été traîné avec l'équivalent de 100 millions de livres. Hein, et là, par exemple, on se dit que dans les prochaines années qui viennent, en fait, on va estomper le corpus qui est disponible pour traîner ces modèles-là. Donc ça aussi, c'est un point important. Et en parlant de la donnée, en fait, le fait aussi qu'il y a un manque de diversité, que par exemple, les données qu'on utilise ou les corpus qu'on utilise pour traîner les modèles de LLM, par exemple, viennent de certaines géographies particulières où on va dire que parfois, c'est pas vraiment l'Afrique qui met ça. Donc ça limite la diversité et bien sûr, ça conditionne un peu les outputs de ces modèles-là. Donc, à part ça, un des freins, je vais dire aussi, c'est dû à la nature inhérente des modèles d'intelligence artificielle qui sont complexes, qui parfois sont un peu de l'ordre d'une boîte noire. Et dans certains secteurs, moi je viens principalement des financial services, où l'interprétabilité et l'explicabilité est clé. Donc ça peut être aussi un frein à l'adoption
de ces modèles-là. Bon, je voudrais peut-être aussi finir avec un autre obstacle qui est la réglementation et les politiques. Le fait d'avoir instauré le bon cadre réglementaire pour pouvoir gouverner ces modèles et la bonne adoption des CIA. Tous ces éléments-là, je vais dire, sont les principaux obstacles qu'on voit aujourd'hui. Et ce n'est pas applicable que globalement en Europe ou ailleurs, c'est aussi l'Afrique, c'est aussi le Moyen-Orient, donc je les ai vus un peu partout. Merci beaucoup. Donc justement, je vais essayer d'explorer un peu avec Khaled Ben Younes et Foued Ben Nasser par rapport justement à cet écosystème entrepreneurial qui est en train de se développer et le Haq qui est très promoteur. Maintenant, on voit vraiment qu'il y a de la dynamique et on a vu maintenant des villes, Lagos ou Cape Town, et on a vu de vrais hubs technologiques. Oui. On voit maintenant un écosystème très intéressant. Mais ici, d'abord, je vois la cartographie, où est-ce qu'on est dans tout ça? Et deux, est-ce qu'il y a le support financier, d'accompagnement? Est-ce qu'il y a la bonne gouvernance derrière pour pouvoir booster cet écosystème? Et c'est là la grande question. Je vous laisse la liberté. Si vous voulez, c'est Khaled de commencer. Ok, je commence. Merci. Ok, le côté investissement, côté écosystème, côté hubs. On a les hubs, on a les hubs, on a les écosystèmes, on a les ingénieurs et on exporte les ingénieurs. Les compétences, on se les arrache. Exactement. Mais with capital M, on doit être réaliste pour attaquer ce domaine. Je vais un exemple. Lorsque parfois je suis à Middle East, أنا أكثر مدة من ألمانيا في اليو اس. أنا الرياليتي متاعي في أمريكا، مي ساعات حتى كي نمشي الخليج نقول هالكلمة هذه وساعات ما تعجبش العباد غادي. برج خليفة il coûte 1,5 milliard de dollars. Je crois 10 000 employés ils travaillent là-bas. OpenAI اللي عملت ChatGPT, ils ont levé 14 milliards de dollars avec 700 employés. Vous voyez la différence. C'est une différence de mentalité. Premièrement. On va reprendre l'exemple de deux personnes dans un garage qui ont créé une disruption qui a effacé tout le... Je veux dire, ce n'est pas une question de gros de grand artifice. Voilà. Exactement. احنا في الافريق قعدت عندنا معنا العقليه نتاع نقولوا I started from zero, j'ai commencé avec from scratch. امشيوا للفالي وين طالعه الحكايه معنا جماعه في السيليكون فالي تو سا اوكي they started in a garage. من الماجوريتي نتاع الجراج نتاعهم لي بارون نتاعهم سي سون دي يونيفرسيتير وعندهم دي فون اي تو سا. مانيش نحط معنا العصا في العجله مي لازم ثم انيسياسيون وهذه الانيسياسيون سي بوسيبل اون ا اكسي او كابيتو مي لازمتنا نكون لومبيسيون ça sera plus grande big ou bien une ambition كبيرة اللي باش توصلنا comme l'Afrique les résultats اللي حاشنا بهم et ce sont des initiations يبداو من les gouvernements, les coopérations avec les gouvernements, initiation fiscale باش نستعمل le développement de l'IA, la coopération entre les universités, l'université et l'industrie c'est très important. l'IA مش تعمل كان في les startups, l'IA généralement كلها واللي l'innovation تصير entre l'université. Gouvernance entière, derrière une stratégie de pays, d'État. Exactement, et on doit choisir comme Afrique un path, triq. Soit on va suivre les États-Unis, donc on doit penser big et les capitaux, soit on suit l'Europe, donc réglementation, on a peur de donner les datas, blablabla, tout ça, ou bien la Chine, où seulement on prend l'innovation, on copie et on forme les meilleurs ingénieurs. J'étais en Chine, j'étais choqué. En Chine, l'IA qu'on a là-bas, en Chine, c'est pas comparable à ce qu'on voit ici. Ou bien on a aux États-Unis. Mais ça, tout ça, c'est caché. Mais vous verrez, la Chine, ils sont ici, ils sont en Afrique. Donc on doit penser à tout ça avec du pragmatisme. Donc, il y a une question sur l'accès aux data. L'accès aux data, ce n'est pas seulement en Afrique. Les industriels, les data en Excel ou bien des bases de données tablies. Mais exactement. Mais c'est ça, c'est une opportunité. Ce sera peut-être OK. On aura des startups. On peut changer la vie de ces gens et créer et tout ce qui va venir derrière. On leur montre comment ça marche. Exactement. Ils vont être surpris. Il y a un marché, tout un marché pour
هذا اللاير نتاع الكولكشن نتاع الداتا في لي زاندستري اللي ما عندهمش ديجيتاليزاسيون اي تو سا دونك لازمتهم يتعداو دونك si je résume l'initiation oui il y a une initiation mais je crois احنا comme un pays معناها صغير on doit penser big l'Afrique on doit penser à des collaborations avec l'Afrique collaboration qui تمشي مع الايثيك نتاعنا تمشي مع لي بوزوان نتاعنا تمشي مع الفيزيون نتاعنا وين نحبوا نمشيو نحب نسمع مثال لافريك شنو هي الفيزيون نتاعها باش نكونوا كونسوماتور كالعاده نتاع مايكروسوفت تو سا ou bien on dira un jour والله احنا on est un peu souverain والا باش نقولوا لا احنا 100% souverain ça la grande question ça c'est une grande question mais on doit choisir et on doit accepter l'autre. Donc même en Tunisie, par exemple, dit OK, we have skilled engineers and so on. Mais est-ce que les ingénieurs ils quittent le pays? Mais est-ce que نحب نجيبوا les ingénieurs من برا? Est-ce qu'il y a la demande? Est-ce qu'il y a le besoin? On est mchio. Exactement. Donc on doit créer un écosystème. Oh, la demande, juste pour compléter ce que vous êtes en train de dire, ils sont en train de travailler pour de l'offshoring. Alors les ingénieurs, les fitounes, ne travaillent pas pour la Tunisie, très peu en tout cas. Maintenant, ils sont très bons, on fait le fintech et autres, mais c'est pour l'export. Exactement. C'est pareil. Mais باش نصنعوا économie innovante et tout ça, حتى في الأفريق, معناها احنا نوليو هاب زاد on attire مثال les autres africains, les autres ingénieurs, ils travaillent chez nous. Le problème de visa, ce que j'entends parfois, c'est pas facile de vivre en Tunisie pour un étranger. Donc comment on peut innover? Les grandes questions. Les grandes questions. On aimerait bien aller discuter le point que chaque investisseur. Le centre de toute la discussion et de tout le débat. Exactement. Mais si on ne réussit pas à faire ça, les fonds, les ONG, ça sera un peu difficile pour eux pour nous financer. Justement parce que le taux de mortalité des startups, parce qu'on va naître des startups tous les jours. Il y a les fonds qui soutiennent Melo et accompagnent, on ne les voit plus. Ils ont plein de belles idées, appuyées par l'IA, la technologie, on ne les voit plus. Donc c'est dû à plein de problèmes. Tout à fait. En fait, en parlant de l'entrepreneuriat et l'innovation, bon, moi j'étais dans cet écosystème-là depuis 2012 et je vous dis que donc clairement, vous connaissez de très près. L'IA représente un levier fondamental. Et il est très très important parce que tout d'un coup des idées où on avait beaucoup des besoins énormes en termes de connaissances techniques ou en termes de même infrastructure, ils sont réalisables avec beaucoup moins de on va dire de besoins et d'efforts. Et aussi, je souhaite citer quand même l'exemple prominent d'Instadip qui a quand même réussi notre plus grande fierté tunisienne. À une dimension incroyable, quand même démontrer le potentiel qui existe. Et il faut quand même dire que l'équipe d'Instadip, ils sont déjà basés ici à Paul Ghazel. Donc, clairement, beaucoup de potentiel, beaucoup de possibilités qui existent. En parlant de l'écosystème même, il y a, clairement, il n'y a pas le parfait ici, mais on a beaucoup de leviers. On a le cadre donc de Startup Act qui a été mis en place. Il y a le réservoir d'ingénieurs qui existe. Oui. Donc, on est bien disposé pour être... Il y a aussi les bailleurs, les ingénieurs. On est en train de soutenir, mais bon, après... Ce qui importe le plus, c'est l'entrepreneur lui-même. Il doit être fonceur, il doit adopter le risque et justement profiter de toute cette possibilité qui existe. Et c'est d'ailleurs le cas d'Instadip. Hein. Ouais. Je pense qu'au niveau de l'État, il faut les aider aussi. Parce que si on a un problème d'e-payment, si on a un problème, c'est des choses basiques qui ne leur permettent pas d'évoluer. Il y a toujours lieu d'optimiser et d'améliorer, toujours. Mais un vrai entrepreneur, c'est toujours de prendre ce qui existe et de vraiment créer la différence. Merci beaucoup. Et du coup, là, on parle de croissance économique et l'éducation, c'est au cœur, kiff le débat, l'entrepreneuriat et l'innovation, mais aussi l'éducation.
Et je pense qu'en parlant de nos ingénieurs, de la qualité de notre formation, je pense que jusqu'à aujourd'hui, on fait nos preuves, hein, clairement. Maintenant, les chiffres, clairement, franchement. Et là, vous êtes le parfait exemple. Maintenant qu'on a des compétences. Et on voit, par exemple, maintenant nos diplômés briller dans le monde entier, aussi bien en Europe qu'aux États-Unis, etc. Mais maintenant, l'éducation, il y a beaucoup de potentiel, il y a beaucoup de challenges. Vous étiez dans l'enseignement, ça va m'aider, je le suis aussi. Alors les challenges, aujourd'hui on peut générer des cours, des supports de formation, on peut générer des examens, on peut évaluer, il peut corriger à notre place. Bref, le potentiel est illimité, mais on a de grosses peurs. Les acteurs, enseignants, chercheurs, etc. Parce que là, on nous livre des PFE, on sait que c'est ChatGPT. Mais maintenant, justement, comment se protéger par rapport à cela, justement, et comment tirer profit tout en mettant les bonnes barrières pour nous protéger de tout ça. Merci pour la question. En fait, la Générative AI peut contribuer dans l'éducation, dans l'enseignement, dans toutes les étapes, depuis les années primaires, secondaires, universitaires, et même dans l'entreprise. Et du coup, je vais vous donner deux façades de la contribution de la Générative AI dans l'éducation. Tout d'abord, ça dépasse ce que vous avez mentionné. Oui, c'est vrai, la Générative AI peut jouer le rôle des classes virtuelles en donnant ou en générant des contenus personnalisés aux élèves, aux étudiants, voire même elle peut les aider à s'auto-évaluer, donc de faire des quiz personnalisés selon un niveau à atteindre. Est-ce que l'étudiant ou l'élève il a parcouru toutes les parties du programme ou du plan? Et même de point de vue enseignant, ça peut l'aider à générer de nouveaux plans de cours, de cerner et de détecter les éléments de faiblesse dans des élèves. Ça, c'est le premier volet. Le deuxième, c'est... C'est le seul volet que je connaisse pour l'instant. Non, il y a aussi le rôle de l'entreprise dans l'éducation, surtout des ingénieurs fraîchement diplômés ou même des ingénieurs qui n'ont pas assez de connaissances et de compétences en matière de Générative AI. L'utilisabilité. Pour les faire monter en compétences, pour le développement. Exactement. À part l'utilisation quotidienne, il y a des programmes, par exemple, nous, chez Amaris Consulting, on a développé même des programmes au niveau groupe et surtout au niveau du hub tunisien de mettre en place les bonnes pratiques de l'utilisation. On a développé même des chatbots personnalisés qui aident à assurer la phase d'onboarding, qui sont destinés à des finalités techniques trop pointues, qui donnent des réponses très pertinentes à pas mal de contextes. Et ça aussi, c'est un autre volet d'éducation. Et le fait de les sensibiliser à automatiser ce qui peut être automatisable, voilà, donc ça c'est aussi une autre façade de l'utilisation de la Générative AI. Il y a un point très important que je veux le citer, c'est que la Générative AI peut aider les élèves handicapés en leur offrant des vidéos sous-titrées, des audios, les textes en braille pour qu'ils soient à jour et pour qu'ils seront capables de passer des examens ou des concours nationaux tout en profitant de cette Générative AI qui est capable de tout. Hein. C'est vrai. Moi, en tout cas, je fais partie des gens qui n'ont pas peur de l'IA et de l'IA générative. Hein. Moi, je vois au contraire beaucoup de potentiel derrière, surtout pour l'inclusion, parce qu'il y a des gens, et on a vu des choses, en Afrique, les gens sont en train de payer par leur téléphone
alors qu'ils n'ont pas de smartphone. Et ça, c'est grâce à la technologie. On a vu, fait le Covid, distribuer des médicaments, Kenya, Oriro, les drones. Et donc, il y a un potentiel énorme pour toutes ces classes socio-économiques marginalisées, pour les personnes à capacité réduite. C'est vraiment une technologie très précieuse. Et ça nous amène au dernier point de notre discussion aujourd'hui, justement, et je pense là aussi c'est central, c'est les enjeux éthiques et les impacts sociétaux. Les enjeux éthiques, justement, par rapport à l'éducation, on s'est dit, le principal problème de l'IA générative, c'est ce problème de précision et de biais. Et donc, on a des fois des informations qui ne sont pas précises, de l'hallucination. Il vous répond, ChatGPT 4, tu es très confiant avec de fausses informations. Alors, quand il y a des gens avertis, ils vont se rendre compte, mais quand les gens ne sont pas avertis, c'est ce qui est en train de se passer. Il y a une reproduction massive de billets. Et c'est ça le plus grand problème. Deuxième chose, c'est tout ce qui est création de fausses informations. On a créé, on a fabriqué, fait le politique, aux États-Unis, des photos, des choses, et ça mène à des campagnes de désinformation. Et donc là, justement, on va faire un dernier tour de table. Khaled, selon vous, quels sont les plus grands enjeux par rapport à les hallucinations, les fausses informations? Merci. Pour mettre les choses dans l'ordre et comprendre les vrais enjeux, je pense qu'il faut voir que l'Internet aujourd'hui, c'est un peu une extension de nos yeux. On est en train de regarder et de voir le monde à travers l'Internet et en partie physiquement, donc à travers les médias sociaux et l'Internet en général. Ce qu'on doit comprendre par rapport à GenAI, c'est que ça va être au moins une extension de nos cerveaux. Parce que ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un sujet que je dois traiter ou je dois réfléchir à quelque chose, il y a beaucoup de gens qui optent directement à ChatGPT ou autre. Et ça va devenir de plus en plus fréquent. Et donc, en fait, ils sont devenus paresseux, notamment les apprenants, le Coleman. Et c'est vraiment grave. Ça peut aller jusqu'à remplacer nos cerveaux. Et d'ailleurs, avec Neuralink, cette entreprise, la fameuse entreprise qui a été créée par Elon Musk, c'est même pas au sens disons, virtuel de la chose, c'est une extension physique de nos cerveaux. C'est des implants. C'est des implants qu'on va intégrer dans nos cerveaux. Et donc, c'est une question fondamentale. Je pense que le point fondamental qu'il faut voir, en plus des cas d'usage, en plus de tout ce qui est contenu, d'éducation, etc., c'est la régulation. C'est comment réglementer et s'assurer à ce que réellement on maîtrise cette tendance, on maîtrise la sécurité de l'information, on maîtrise la privatisation, la vie privée, d'isoler. Et donc, c'est des enjeux vraiment existentiels pour à la fois les sociétés, les pays et les individus. Et donc, je pense, maintenant, quoi faire et comment? Il y a des pays qui sont plus avancés que d'autres. En particulier, l'Union européenne, ils ont déjà mis en place un cadre vraiment exhaustif par rapport à la régulation de l'intelligence artificielle en général et de GenAI. Et je pense qu'il est temps d'agir. Il est vraiment temps d'agir au-delà de juste réglementaire. Exactement. Effectivement, parce que ça part dans tous les sens et les dérives peuvent très vite arriver. On est en train de les voir et je pense qu'il faut être le plus réactif possible et le plus rapide possible pour continuer à tirer profit de l'IA et de l'IA générative, mais tout en se protégeant de ces aspects-là. Et justement, j'aimerais aussi réfléchir avec vous sur l'impact culturel. On a vu que la digitalisation nous a changé, clairement. On n'est plus les mêmes personnes, on ne travaille plus de la même personne, on n'a pas les mêmes relations avec les autres, ni dans la famille. On va dans chaque famille tunisienne, on ne communique plus, on communique dans le virtuel. On va s'envoyer des messages pour dire tu vas manger, tu es où? On est à la même maison. Et donc avec l'IA, et avec l'IA générative, l'impact est encore pire. Et justement,
quels sont selon vous, si Foued, les impacts, surtout en prenant en considération comment on est notre composition sociologique et culturelle. Parfait. هو ديما في كل ديفلوبمون نتاع تكنولوجي ولا ديفلوبمون نتاع نقولوا احنا ويف نتاع تكنولوجي نرجعوا ساعات للتاريخ الباسي نتاعنا. كان نفكروا في التاريخ نتاعنا وقتاش في ناخذ ديما اكزومبل نتاع امريكا وقتاش كان الوقت في الستيتس الكل نفسه. قبلها كانت معناها مثال تمشي إلينويز تمشي لمينيسوتا فهمتني ما عندهمش نفس الوقت والترينوات ما عندهمش نفس الوقت. وبعد جاء فورد ودخل الوقت ودخلت معنا في التلفزة على تيلي علموا فينا توا الناس الكل 8 هذه 9 كذا لازمتنا تكون بونكتويل وبدات الخدمه ترافاي على شان وتبدلت الخدمه نتاعنا ولينا لازم نكون بونكتويل اي تو سا. قبلها كنا نخدموا اوترومون. احنا توا في اير جديده نتاع الاي اي ماشيين نتاع لوتوماتيزاسيون نتاع النولج وركر معناها ما عادش نحكيو على البلو كولرز ولا نحكيو علينا احنا اللي نخدموا فيهم. نرجعك على الهاليسيناسيون مثال باغ اكزومبل انا عندي ستارت اب اسمها الادين قريب باش تخرج حليناها مشكله الهاليسيناسيون معناها ما عادش احنا توا اون رومبلاس الداتا ساينتست والبرودوي هذا كي فا رومبلاسي الداتا ساينس اللي هي خدمه كي نخدم لي بلو شير معناها واحد يخلص في 150,000 دولار احنا اون رومبلاس توا بليسونس سي سا وين ماشيين الاي اي لازم نخافوا على روحنا شوي. دونك لامباكت تو بالنسبه لنا احنا في السوسيتي نتاعنا شنو نشوف انا ستريس. Lorsqu'on utilise beaucoup la technologie day to day من الصباح لليل ça déjà تعمل في ستريس. شوفوا احنا على الصغار نتاعنا بلي تليفون اي تو سا توا سي اون ايماجين توا في الخدمه نتاعنا نخدموا زاد نهار كامل عندنا ايجنتس اللي هما يخدموا معنا اون كومونيك بلو معناها نجم انا نولي مانجر صحيح ولا ديريكتور مي التيم نتاعي كله بوتس ولا ايجنت ديزاجون يخدموا لي فهمتني معناها نحكي مع ديزاجون. Justement pour rebondir مانيش قاعده je critique mes concitoyens اما les Tunisiens on n'est pas très bosseur, on n'est pas très connu, on est méditerranéen. Oui. Et donc dès qu'on trouve quelque chose qui va nous remplacer, c'est vraiment, on va toujours rappeler ChatGPT. La solution de facilité. On n'a pas envie de se prendre la tête. On ne fait pas partie des gens qui ont envie de se prendre la tête. Exactement. Et donc si on trouve un outil comme l'IA générative, ça fait peur. C'est ça ce qui est en train de se passer. Moi je reçois des emails tous les jours qui font mal à la tête. C'est des emails trop longs qui ne veulent absolument rien dire. Maintenant on peut dire ça en une phrase. Pourquoi aller à ChatGPT pour... Mais c'est ça l'impact, c'est ça l'impact sur nos sociétés. On doit faire attention, maintenant on doit faire attention معناها الصغار نتاعنا on doit faire attention في الانترودكسيون نتاع الحكايات هذيا كيما قال سي خالد réglementation et tout ça c'est très important معناها باش نعرفوا كيفاش تمشي الامور. Mais on doit aussi penser à les aspects الاخرين l'aspect نتاع l'innovation, la créativité et tout ça. Et ça commence رجعت عن l'éducation كي حكيتها معناها سليم. L'éducation c'est très importante معناها من l'école primaire l'université, ça doit changer la mentalité. Leur apprendre à stimuler leur curiosité, à vouloir découvrir, apprendre. Ce que j'appelle un ولد pilote rien. Ce que j'appelle une calculatrice باهي. Je suis matheux et tout ça. Avec le temps, ça c'est dépassé. Lorsque je vois un توا generative AI تنجم تعدي الكونكور نتاع البوليتكنيك وتنجح فيه. Donc, je dois me demander l'étape prochaine. Moi aussi, je fais partie du lycée pilote. Et je me rappelle, on était les premiers à avoir l'informatique. Fait le cours, première année, seconde, on n'avait pas le collège. On avait les Macintosh disquettes. Vous vous rappelez? Exactement. Macrite. Exactement. On a fait partie de cette génération. Et on a vu Manette défiler. On a vu ce changement-là. Maintenant, on doit investir dans l'innovation, dans l'émancipation. Moi, je vois les élèves ici en Tunisie, je vois les élèves ils ne sont pas épanouis. On doit l'épanouir. Ils ont des tablettes, des smartphones à la main, mais ils ne sont pas contents. Et c'est ça l'innovation qui va marcher avec l'IA. Je pense qu'on a encore 5 minutes, donc juste on va finir avec 2 dernières questions, toujours autour de ces sujets sociétaux. Et donc avec Ayman Belhedi, on va parler de, justement on a parlé du potentiel de la réduction des inégalités, et donc qu'offre l'IA générative. Et on a vu des exemples concrets en Afrique et en Tunisie, bon un peu moins à l'Haqiqa fi Tunis. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pouvez partager avec nous peut-être des expériences passées dans d'autres pays qui peuvent nous être utiles? Oui, tout à fait. En fait, l'IA générative elle a un potentiel significatif pour réduire les inégalités sociales et économiques, notamment en Afrique.
vu que ça accélère la digitalisation. En fait, on peut prendre au moins 3 domaines. Un, le domaine financier, ça va favoriser encore plus l'inclusion financière. Et ici, je dois rappeler ce que a fait avant le mobile payment, où l'Afrique était pionnière sur les mobile et banking payment avec le M-Pesa au Kenya et tout. Donc, toute la valeur qu'on en a tirée. Et là, en fait, on a un cran de plus pour favoriser cette inclusion avec des agents virtuels qui sont encore plus puissants, qui peuvent faire en fait, des activités encore plus complexes et remplacer le relationship manager qui ne pourrait pas être partout, là où on ne peut pas avoir des agences bancaires et ainsi de suite. C'est ça, c'est très frustrant de voir la queue devant la poste chaque mois, alors qu'on peut résoudre ça. Maintenant, on fatigue les gens, des personnes âgées, des personnes à capacité réduite, qui se déplacent tous les mois, qui passent la journée dans le soleil, c'est frustrant. Oui, mais déjà, ceux-là, ils ont un peu plus de chance que d'autres qui sont dans des endroits où il n'y a même pas une agence de la Poste. Hein. En plus, effectivement. C'est assez commun, on va dire, malheureusement, pour l'instant en Afrique. Après, il y a aussi le domaine de tout ce qui est amélioration de l'accès aux soins de santé. Et encore une fois, comme aujourd'hui, dans certains endroits, on ne trouve pas une agence bancaire, on ne trouve pas aussi des hôpitaux partout. Et parfois, on trouve des hôpitaux, mais on ne trouve pas les talents et les spécialistes nécessaires. Donc là, il y a des applications où on a des chatbots assez développés qui lisent les scanners, qui lisent et ainsi de suite, qui font les premiers diagnostics qui sont assez poussés. Donc ça aussi, ça va permettre d'accéder à un knowledge et à un accès aux soins un peu plus poussé que ce qu'on peut avoir. Après, il y a l'éducation aussi. Je ne vais pas en parler beaucoup. Oui, l'éducation, on en a déjà parlé. Ouais. Mais pour dire qu'aujourd'hui, il y a des écoles complètement digitales qui font la personnalisation à 100% du cursus pour chaque personne à part, et tout est digitalisé grâce à l'IA générative, notamment en fait, sans avoir l'implication carrément d'une personne humaine. Donc, il y a au moins ces 3 pistes ou domaines qui vont réduire les inégalités sociales et économiques, mais il faudrait dire, peut-être pour finir un peu sur le point, il y a un plus grand risque, et en fait, si on ne prend pas le train de l'IA générative maintenant, si on ne forme pas les talents maintenant, on risque d'être à l'autre bout, en fait, et avoir l'effet inverse et augmenter, en fait, les inégalités sociales et économiques, si, encore une fois, on n'agit pas maintenant. Oui, effectivement, il y a ce problème d'inclusion digitale et numérique, parce qu'on leur donne accès, mais ils n'ont pas la connexion, ils n'ont pas d'ordinateur, et donc là aussi, c'est un vrai problème. J'espère que il y aura une stratégie derrière. Les talents, je sais qu'on en a, mais il faut une stratégie pour justement pouvoir permettre à ces gens-là de profiter pleinement donc du potentiel de l'IA et de tous ces services qu'ils peuvent avoir. Une dernière question, kiff. On a parlé tout à l'heure des enjeux environnementaux. On est tous conscients des grands enjeux environnementaux. Le réchauffement climatique est là, bien installé. Les effets sont ravageurs sur la montée de l'eau, sur la pénurie, le niveau de mer, la pénurie d'eau, la baisse de la production agricole, la montée de la pauvreté. On est vraiment plein dedans. Bon, il y en a ceux qui sont conscients, qui essaient de mesurer leur empreinte carbone. Bon, mais la plupart, on a l'impression que c'est le dernier de leurs soucis. Comment justement l'IA et l'IA générative en particulier peut nous aider pour résoudre ces problèmes de durabilité? Tout à fait. Donc, il y a un rôle très important de la Generative AI dans l'aspect environnemental et en développement durable. Donc, tout d'abord, comme vous avez déjà évoqué, la Generative AI peut contribuer dans la création de modèles prédictifs en profitant de toute cette historique de données climatiques. Et non uniquement pour prédire le futur, ça c'est très traditionnel, ça devient de plus en plus une application très, très classique, mais pour expliquer des phénomènes qui n'ont pas assez d'explications dans le domaine scientifique. Par exemple, le dernier séisme au Maroc, on n'a pas assez cet événement. Il y a aussi l'aspect gestion et optimisation des ressources.
Donc sur notre continent, il y a pas mal de problèmes, par exemple d'eau. Pénurie d'eau, effectivement. Exactement. Donc la Générative AI peut nous donner des modèles d'associativité entre ce qu'on possède aujourd'hui, au sens les réserves, les barrages, etc., et la demande et l'utilisation de l'eau domestique, de l'eau potable, de l'eau dans l'agriculture, évoquer même l'agriculture précise, en donnant des modèles qui s'adaptent avec les natures des terrains, les natures de la biodiversité. On a pas mal de problèmes dans ce sens, et la Générative AI peut donner, ou peut détecter plutôt les problèmes et les premiers symptômes d'impact sur l'habitat, en analysant les données de la biodiversité dans pas mal de terrains. Comme notre... peut-être aussi de l'importance du monitoring et des modèles pour mieux gérer l'eau, etc. Il y a des exemples, je pense au Kenya et au Mozambique, pour la sécurité alimentaire, parce que la faim, c'est un vrai problème. Ils sont en train de monitorer la santé des graines. Et là, ça permet effectivement de protéger... Oui, tout à fait. Donc, on peut même dépasser le terrain et parler un petit peu de l'entreprise, là où on peut recommander de nouvelles pratiques d'utilisation des emballages naturels, etc. Et là, la Générative AI peut nous proposer des solutions en minimisant les déchets et en améliorant les formes d'emballage utilisées au sein de l'entreprise et même donner des idées très esthétiques et très... voilà, donc... Très bien. Bon, on n'a pas vu l'heure passer. Je vous remercie énormément pour ce débat très passionnant. On a essayé de faire le tour des plusieurs facettes de Générative IA comme levier de transformation économique. On va passer aux questions de la salle. Donc, je ne sais pas, tout à l'heure, monsieur voulait intervenir par rapport aux data. Et en Tunisie, justement, on a de gros soucis encore de disponibilité de data. Ou elle a de vouloir trop protéger la data. Bonjour, merci. Juste, j'ai voulu rebondir par rapport à la problématique que vous avez énoncée par rapport à la data, la sécurité des data. Donc, je me présente, je suis Mourad Zeribi, je suis directeur à Momentum Technologies. En fait, c'est une société canadienne, on a une filiale en Tunisie. Et justement, on a eu face à ces problématiques-là, surtout on travaille avec des clients qui ont des datas sensibles et ils veulent se protéger. Donc, pour c'est-à-dire trouver une solution par rapport à ça, nous avons développé un produit pour faire tout ce qui est anonymisation des données. Donc, ça dépend, quelle que soit la source de données qu'on a, notre produit il est configurable par rapport au pipeline pour avoir les données et on peut changer la structure de données pour que ces données-là, une fois qu'on les traite, il n'y aura plus de confidentialité. Donc c'est pour ça que j'ai voulu partager avec vous ça et si vous avez quelques problématiques, on peut collaborer sur ça. Il y a toujours des solutions avec la technologie. Bien sûr. On peut anonymiser les données, on peut les analyser tranquillement sans avoir peur. Il faut peut-être communiquer aux entreprises, leur dire alors qu'il y a des solutions qui existent. Maintenez pas peur pour votre data, il y a des solutions qui existent. Exactement, et si vous voulez, on peut aider, c'est-à-dire nous, la mentalité de Momentum Technologies, nous sommes là pour coopérer, partager de l'info et on peut voir comment avancer ensemble pour notre belle Tunisie et Afrique aussi. Très bien, merci beaucoup. Il y a une autre question dans la salle. Il y a une question, s'il vous plaît. Bonjour, alors ce n'est pas une question, mais c'est plus un témoignage. Lors du débat, donc, il y avait des questions qui ont été posées, ou peut-être des inquiétudes en fait, sur l'IA, etc. Donc c'est juste un retour d'expérience. Alors Mohamed Karouia, moi je suis un dirigeant fondateur d'un cabinet de conseil qui s'appelle EDP. Donc on est basé en France et on a quelques retours d'expérience en France et en Afrique. Et je voulais vraiment dire que le projet de l'intégration de l'IA
comme souvent dans la technologie, ce n'est pas uniquement un projet technique. Donc c'est avant tout un projet, il faut le voir comme un projet de transformation. Et le retour d'expérience que je voulais partager avec vous, c'est avec un client en fait, qui est dans le monde de travail de l'intérim, avec beaucoup de relations, comme vous pouvez l'imaginer, en fait, un travail et de relations en fait, avec des personnes en fait, de deux côtés, avec les clients, les demandeurs de ressources, mais aussi avec les ressources qu'effectivement que notre client en fait, positionne. Donc il y avait effectivement une IA qui a été intégrée, et donc il y avait une vraie réflexion en amont sur qu'est-ce qui peut être en fait porté par l'IA qui apporte de la valeur ajoutée, parce qu'en fait l'objectif in fine c'est pas de faire de la technologie pour faire de la technologie, c'est tout d'abord pour apporter un progrès pour l'entreprise, pour les clients, etc. Et donc en fait on a distingué deux types de tâches quelque part. Il y avait des tâches ou des activités on va dire un peu récurrentes, ce que j'appellerais mécanisables, hein, donc au sens figuré du terme, qu'on a effectivement automatisées. Et puis il y avait toutes les activités ou les tâches un peu moins récurrentes. Là, en fait, il y avait beaucoup plus d'intelligence émotionnelle, beaucoup plus de relations. Et ça a été réservé, en fait, pour l'humain. Donc, je pense qu'il y avait une vraie intelligence à faire, une cohabitation entre l'intelligence humaine et l'intelligence artificielle. Et c'est de ce point de vue-là, en fait, voilà, c'est le retour d'expérience que je vais partager avec vous. Très bien, merci beaucoup. Merci à vous tous pour votre attention. Merci pour l'écoute. Merci pour le débat très riche et instructif. Moi-même, j'ai appris des choses. Merci aux organisateurs. Et on passe la parole au panel suivant. Donc à ma très chère amie et ancienne collègue, Hanef. Merci beaucoup, Sausen. Merci à tous les panélistes. Je ne sais pas si vous voulez qu'on vous prenne en photo, si quelqu'un d'entre vous veut qu'on vous prenne en photo avec son smartphone ou autre, si vous voulez bien. Quelle belle proposition. Ouais, parfait.